Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, nouvelle chaîne Deep Mama. Je suis Bertrand Cabot et puis on parle sur cette chaîne d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du code publié de l'algorithme de recommandation de X. Je pensais que ça allait être assez simple, qu'il suffirait de lire le README du repo. Cependant, il n'y a pas grand-chose dessus, donc il a fallu faire effectivement une certaine enquête approfondie, et je vous livre ici le résultat de cette enquête. Oui, revenons à notre dossier X. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a d'abord une publication récente du code de l'algorithme de X sur GitHub. Tout ça dans un contexte très tendu de bras de fer entre l'Union européenne via le Digital Service Act et X. Début 2026, en janvier, on a une amende record de 120 millions d'euros provenant de l'Union européenne, accusant X de manque de transparence, d'une sombre histoire de badge bleu trompeur et payant, de l'obstruction à la recherche et aux chercheurs. On a un nouveau papier publié dans la revue Nature sur les effets politiques et l'amplification des discours conservateurs dus à l'algorithme de recommandation de X. Alors, papier qui a été reçu par Nature en décembre 2024, accepté en janvier 2026 et publié en février 2026. Voyons voir ce qu'il y a dans ce papier. Alors, ça correspond à une étude ou une expérience faite pendant 7 semaines à l'été 2023, soit le moment où Twitter est devenu X. Donc, en prenant une cohorte de 5000 utilisateurs américains actifs sur X. Et à ce moment-là, on avait le choix entre le fil de recommandation algorithmique pour vous ou le fil chronologique, donc dans l'ordre de publication, et qui n'affiche que les posts des comptes que l'on suit. Donc, on va diviser en deux notre cohorte. Donc, un certain nombre d'utilisateurs qui utilisaient le fil chronologique, on va les faire basculer sur le fil algorithmique, et ceux qui utilisaient le fil algorithmique, on va les faire basculer sur le fil chronologique. Ensuite, on va mesurer l'engagement, le suivi de l'engagement et l'évolution des opinions politiques. On s'aperçoit que dans le cas de la cohorte qui va du fil chronologique vers l'algorithme de recommandation, cela sacrifie l'information institutionnelle au profit de l'activisme politique et du divertissement. On va avoir moins 58% de engagement sur les médias d'information traditionnels, et on va avoir une augmentation alors de l'activisme politique, des postes de divertissement et de tout ce qui est contenu conservateur. Si maintenant on regarde l'ensemble de la cohorte, entre ceux qui activent l'algorithme et ceux qui désactivent l'algorithme, on voit que ceux qui activent l'algorithme vont augmenter leur vue de contenu conservateur et vont aussi augmenter leur vue d'activiste, et que l'opinion politique va avoir un décalage vers la droite. Pour ceux qui désactivent l'algorithme, provenant de l'algorithme, on voit que tout ce qui est vue de contenu conservateur reste élevé, ne bouge pas, vue d'activiste reste élevée, et l'opinion politique, on n'a aucun retour en arrière. Donc le constat, c'est que allumer l'algorithme modifie l'esprit, l'éteindre ne restaure pas l'état initial. Ainsi, en remplaçant les médias d'information établis, traditionnels, par des comptes de militants hautement partisans, l'algorithme modifie la réalité de base de l'utilisateur. Avant, pour ceux qui utilisaient le régime chronologique, naturellement, ils allaient suivre plutôt des médias traditionnels et réputés sûrs. Avec l'algorithme de recommandation, ils vont ils vont avoir une subjection et être attirés par des activistes partisans et du coup du populisme, du divertissement politique. Voilà ce que nous enseigne cette étude. Et voilà les faits que l'on a aujourd'hui. Toujours dans ce contexte d'enquête sur les pratiques de X, une perquisition a eu lieu en février 2026 dans les bureaux parisiens de X afin de saisir des données sur la haine en ligne ou le manque de modération.
En 2025, on a pu assister à une magnifique prise de bec entre Elon Musk et l'Union européenne. Alors, dès l'annonce de l'amende, Elon Musk a fait feu de tout bois et envoyé plein de petites crottes de nez, comme l'Union européenne devrait être abolie et la souveraineté rendue au pays, ou alors encore un magnifique les woke de la Stasi en parlant de l'Europe. On est sur un bon niveau du mec qui ose tout, Elon Musk, l'américain. Alors attention, l'Europe c'est magnifique. Beautiful church, beautiful girls, amazing world. Mais le problème c'est l'Union européenne. Alors l'Union européenne, grande dame, ne se laisse pas intimider. Ce qui provoqua un changement de comportement, Elon tournant cette fois sa langue dans sa bouche, il réalisa un mouvement plutôt finaux et stratégique. En annonçant que dans 7 jours, le nouvel algorithme de recommandation de X deviendrait source ouverte et qui serait accessible donc à tout le monde, et que à partir de maintenant, chaque 4 semaines, l'exercice sera reproduit. Et là, boum, effectivement est créé le 20 janvier 2026 un dépôt GitHub. UE, prends ça dans ta face. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Alors, refaisons ensemble rapidement l'histoire de Twitter. Alors, entre 2006 et 2014, à quoi ressemble Twitter? À la base, Twitter, c'est un réseau de textes courts publiés par les utilisateurs, qu'on appelle le post. Donc Twitter avec un moteur de recherche de posts et la possibilité de suivre des comptes. Les posts des comptes suivis s'afficheront donc par ordre chronologique dans notre fil. Le hashtag, lui, est utilisé par l'auteur d'un post pour accentuer sa visibilité par rapport à l'outil de recherche. Et on a aussi la certification, donc badge bleu, la certification originale, qui est gratuite et elle sert uniquement à authentifier les comptes d'intérêt public, donc les célébrités, les politiques, les institutions, après vérification d'identité effectuée par des humains. Ensuite, entre 2015 et 2018, à quoi ressemble Twitter? Les posts maintenant intègrent des images ou de courtes vidéos et l'onglet accueil devient algorithmique, donc avec un algorithme de recommandation, mais l'utilisateur peut encore revenir au fil chronologique facilement, sachant que beaucoup d'utilisateurs tiennent au fil chronologique. Entre 2019 et 2021, Twitter déploie massivement le NLP, ou le traitement automatique des langues en intelligence artificielle. L'algorithme commence à comprendre le sens des mots, le hashtag devient moins vital car l'IA lit le texte brut. Les recommandations hors graphe, donc les personnes que vous ne suivez pas et qui n'appartiennent pas à votre sphère, s'intensifient via les topics suggérés. Boum, bam, bim. En octobre 2022, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk. Ensuite, en juillet 2023, Twitter devient X. L'objectif affiché est que X doit devenir un YouTube ou un TikTok du post. L'onglet pour vous, for you, devient l'onglet par défaut. La recommandation hors graphe prend le dessus sur le simple réseau d'amis. On a la suppression définitive des anciens badges bleus gratuits, seuls les payants restent. Les hashtags deviennent officiellement obsolètes pour le moteur de recherche. X commence à payer les créateurs de contenu qui doivent être abonnés premium et les ingénieurs de XAI, la branche IA de Musk, prennent le contrôle des modèles de recommandation intégrant les bases de Grok. Quand même, depuis que Elon Musk est là, on a la publication du code des algorithmes de recommandation sur GitHub. Donc, ce premier repo qui vit entre le 1er avril 2023 et le 3 septembre 2025, avec 31 commits, bon, ce qui prouve que c'est pas là-dessus qu'ils implémentent leur algorithme, donc c'est juste une vitrine, une façade.
A priori, on est sur l'algorithme hérité de l'époque précédente, qui part un peu dans tous les sens, avec du Scala, du Starlark, du Java, du Python, du Thrift, du C++. Et donc, depuis le 20 janvier 2026, on a ce nouveau repo, organisation XAI, avec un seul commit depuis le 20 janvier, ce qui prouve bien que c'est aussi qu'une vitrine. Et dedans, tout a été refait. On a alors le langage Rust pour toutes les parties qui ne sont pas de l'IA, et du code Python avec le framework JAX pour les parties IA et réseau de neurones. Si on ouvre le repo, on a des courts README et du code. Alors c'est un code de démonstration juste pour voir comment ça marche, mais c'est pas du tout à l'échelle de la production. Cela est justifié par le fait de garder un avantage concurrentiel. Allez, rentrons dans le code de ces deux repos. Alors, qu'est-ce qu'un système de recommandation? Donc, le pipeline classique se constitue ainsi. On va avoir d'abord une sélection de candidats à recommander. Donc, on passe d'un ensemble de millions d'items. Donc là, dans le cas de X, on est plutôt sur du 500 millions, voire 1 milliard d'items pour sélectionner à peu près 1000 candidats. Puis, dans un second temps, on va passer par un ranker qui va nous donner un rang parmi ces 1000 candidats. Et enfin, on va avoir un filtrage final qui va éliminer ou invisibiliser certains candidats. Et donc, à la fin, notre recommandation finale, ça va être les 10 ou 20 premiers candidats qui ont passé toutes ces étapes. Alors, dans l'ancien repo Twitter The Algorithm, la sélection des 1000 candidats se font en 3 parties. La première partie, ça va être ce qu'on va appeler le In-Network Search Engine. Donc, on va rechercher des tweets récents et pertinents dans le réseau immédiat de l'utilisateur. Donc, des tweets, des comptes suivis par l'utilisateur. Une deuxième partie, ça va être la sélection par graphe social. Donc, on va explorer les connexions et les interactions pour trouver du contenu du post pertinent au-delà du réseau direct, donc dans le réseau indirect, les amis d'amis, par exemple. Et une troisième partie qui va être le follow recommender, où là, on va aller suggérer des comptes et des posts appartenant à des comptes qui sont populaires, donc basés sur les tendances et les intérêts. Donc, de ces 3 parties, on va extraire nos 1000 candidats. Ensuite, on passe sur la partie ranker avec le Heavy Ranker de l'algorithme Twitter. Donc là, le Heavy Ranker, ça va être un réseau de neurones MLP. Donc, on rentre dans le deep learning. En entrée, on va avoir 1 millier de features, 1 millier de caractéristiques construites par des ingénieurs, par des data scientists, sur l'utilisateur, sur le viewer, avec ses centres d'intérêt, ses relations, etc. Des données, des features sur le contenu, donc le post, donc le sujet, le média utilisé, la longueur du post, etc. Et des caractéristiques sur l'auteur, sa réputation, son historique, voilà. En sortie de MLP, on va avoir de notre réseau de neurones, on va avoir des probabilités sur des actions d'engagement. Donc des engagements positifs ou négatifs. Par exemple, déclarer qu'un post est favori, le retweeter, répondre, ou négatif si on le bloque ou si on envoie même carrément un report. Donc de ces probabilités sur ces actions positives ou négatives, on va appliquer des poids et on va faire une somme pondérée pour avoir un score final de rang. Alors, les poids sont déterminés, ils sont publiés sur le repo. Donc, les actions négatives sont récompensées par des poids négatifs et les actions positives sont récompensées par des poids positifs.
avec le score final de rang, c'est avec ça que l'on va trier nos candidats. Ensuite, on applique un certain nombre de filtres et notamment le filtre dit de visibilité, où on va chercher à éliminer, à invisibiliser des contenus problématiques comme les contenus toxiques et illégaux, comme tout ce qui est spam et manipulation, comme tout ce qui est aussi préférence utilisateur, donc les comptes bloqués, les mots masqués, la redondance des tweets, on ne veut pas revoir les mêmes tweets, et le contenu non disponible pour des raisons d'abonnement non éligible. Voici notre pipeline total pour l'algorithme de recommandation de l'ancien repo. Donc on a une sélection de candidats en 3 parties, on l'a vu. On a un Ivy Ranker, donc réseau de neurones, et à la fin, on a un certain nombre de filtres ou d'heuristiques. Donc d'heuristiques, ce qui veut dire que c'est codé à la main par des ingénieurs, par des data scientists. De la même manière, il faut se rappeler que ce que l'on a en entrée du Ivy Ranker, c'est aussi la feature créée à la main par des data scientists. Et aussi notre follow recommender, c'est quelque chose de créé par des data scientists avec des features manuelles. Maintenant, basculons dans notre repo plus récent, celui de XAI. Alors, voici le pipeline de notre nouveau algorithme de recommandation basé sur des transformers de la génération de Grok. On retrouve nos 3 parties avec la sélection des candidats, suivi de notre partie ranker ou scorer, et suivi d'un certain nombre de filtres. Alors, on a du pré-filtrage et du post-filtrage, on va voir ça ensuite. Donc, si on revient sur la sélection des candidats, on a le composant Thunder qui va faire la sélection des candidats in-network, donc les posts appartenant aux comptes que l'on suit, et la sélection des candidats out of network avec Phoenix Retrieval. Alors, Thunder, on n'en parlera plus après, mais c'est un composant, comme son nom l'indique, qui est rapide pour faire la sélection des candidats in-network, donc qui va accumuler tous les posts de notre réseau. Et Phoenix, on en reparlera après, qui va accumuler les candidats hors de notre réseau. Donc, on va agréger ces 2 sources de candidatures, puis on va passer par un préfiltrage, un certain nombre de préfiltrages. Donc, on va filtrer les candidats qui sont dupliqués, qui sont trop anciens, qui viennent de nous-mêmes ou qui sont bloqués, qui sont sur des comptes appartenant à des comptes bloqués, qui contiennent des mots clés que l'on ne veut pas voir, ou des candidats que l'on avait déjà vus, ou des candidats qui sont inéligibles pour des raisons de souscription à du contenu. Ensuite, on va passer par notre scorer Phoenix, donc on en reparle après, qui en sortie va nous donner des probabilités d'action, comme le Heavy Ranker de l'algorithme précédent. On va lui appliquer des poids pour avoir un score de rank. Derrière, on va quand même diversifier un peu les auteurs, donc on va réajuster un peu les ranks. Et aussi, on va diversifier entre les candidats qui viennent de le out of network ou du in network, histoire d'équilibrer. Derrière, on va passer par un filtre de visibilité, donc où là, on n'a pas beaucoup d'informations, donc on va pas le traiter, mais c'est certainement un réseau de neurones. Dans le repo, ils disent qu'ils ne le traitent pas parce que pour des raisons de sécurité, si on a trop d'informations, on pourrait passer outre le filtre de visibilité. Alors avec ce nouvel algorithme, on est vraiment passé dans l'ère des transformers. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que par rapport à l'autre algorithme, le précédent algorithme, on n'a plus de graphes, on n'a plus d'heuristique, on n'a plus de features créées à la main par des data scientists. Tout se fait par apprentissage dans le transformer, apprentissage à partir des énormes corpus de données sur tout ce qui est séquence et historique d'engagement des utilisateurs. L'intérêt, c'est que on a une complexité du système qui est réduite et on a surtout aussi une pertinence de la recommandation qui est accrue. Revoyons ensemble ce qu'est un transformer. Donc, on va se distinguer
transformeur encodeur et le transformeur décodeur. Le transformeur encodeur, il va convertir une séquence brute de vecteurs en une représentation vectorielle riche et abstraite. Donc notre séquence d'entrée, ça peut être un texte qui va être une séquence de mots, une séquence de tokens. Ça peut être une image qui va être une séquence de patch d'images ou une vidéo qui va être une séquence de patch de vidéo. Tout ça va être transformé en un vecteur dit embedding sémantique. Donc dedans, il est encodé le style, le topic, le format, la représentation globale sémantique. Tout, quoi. Et à l'opposé, les transformeurs décodeurs prennent en entrée une séquence de vecteurs d'embedding et forcément une séquence. Un transformer prend toujours en entrée une séquence puisque derrière, il va appliquer une attention sur les différents éléments de la séquence. Et en sortie, le décodeur va générer, donc on parle de la DIA générative, un texte ou un prochain token, une image, une vidéo, une probabilité. Alors ici, et attention, je vais spoiler, on va utiliser un transformer encodeur pour le Phoenix Retrieval, soit la sélection des candidats, et on va utiliser un transformer décodeur pour notre Phoenix Scorer, le ranker. Alors, du coup, à l'entrée de nos modèles Phoenix, donc qui sont des transformers, on veut des vecteurs, des embedding vecteurs de taille fixe. Donc, qu'est-ce qu'on a à disposition? On a à disposition des embedded vecteurs pour les posts, donc avec son contenu textuel, images, vidéo. Ça va passer par des transformers encodeurs en offline, en amont, et on va avoir donc un vecteur embedding qui va décrire tout notre contenu. Aussi, on veut un embedding vecteur pour les auteurs. Donc, on va avoir un vecteur construit donc là à partir de features auteurs et qui vont passer derrière via un petit réseau de neurones pour avoir notre vecteur embedding qui décrit toutes les features de l'auteur. De la même manière, on veut un vecteur d'embedding pour l'utilisateur. Donc, de la même manière, on utilise des features utilisateurs qui passent par un réseau de neurones pour avoir un vecteur qui décrit tous les caractéristiques de nos utilisateurs. Alors, à noter pour les plus techniciens d'entre vous, mais ce n'est pas le sujet le plus important, c'est que nos posts, nos utilisateurs et nos auteurs, on en a des centaines de millions, voire plusieurs milliards. Donc, stocker chaque vecteur d'embedding pour chacun de ces posts, auteurs, utilisateurs, ça rentrerait dans une base qui serait, dans une table qui serait complètement gigantesque et qui ne rentrerait pas en mémoire de nos GPU où on utilise nos modèles transformers. Donc, on va utiliser une technique dite de multiple hash. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une entrée de table pour chaque ID, donc ce qui serait gigantesque, là, on va hasher plusieurs fois le ID et chaque hash rentre dans une table, donc du coup plus petite. Donc, par exemple, on pourrait avoir des tables d'1 million d'entrées. Et en multipliant les tables, et donc chaque table prenant un composé de notre vecteur d'embedding, on peut éviter tout problème de collision. Ainsi, on retrouve la fonctionnalité voulue et ça rentre dans des tables beaucoup plus petites qui peuvent rentrer en mémoire RAM. Alors, on a vu qu'on a nos vecteurs d'embedding post, auteur et utilisateur. Donc maintenant, on veut des vecteurs d'embedding composite. On veut le vecteur d'embedding candidat. Et candidat, en fait, c'est juste la projection ou l'association du vecteur embedding post, qui est la sémantique texte, image, vidéo, avec le vecteur d'embedding auteur. Donc ça nous donne notre vecteur d'embedding candidat. Alors aussi, on veut une séquence d'embedding correspondant à notre historique d'engagement. Et donc, pour avoir cette séquence, en fait, pour chaque post, on va associer l'embedding post, l'embedding auteur et l'action correspondante, donc
like, retweet, repost ou reply, ou rapport ou blocage. Et ça va nous faire donc un élément de la séquence. Et ainsi obtenir une séquence d'engagement, donc chaque élément étant un vecteur d'embedding de taille fixe. On va avoir effectivement notre engagement, notre historique d'engagement récent, avec tous les derniers posts qu'on a likés, retweetés, etc. Et maintenant, on peut attaquer notre premier modèle Phoenix, donc qui utilise des transformers. Donc le Phoenix Retrieval, celui qui fait partie de la sélection des candidats, donc out of network. Donc il va récupérer 1000 postes donc hors de notre réseau. Alors il est composé de deux tours, une tour user et une tour candidat. La tour user prend en entrée notre vecteur d'embedding qui représente l'utilisateur et sa séquence d'historique d'engagement. On a une séquence en entrée, c'est donc un transformer, un encodeur qui va encoder dans un vecteur, dans un embedding vecteur qui représente tout cela, l'utilisateur et sa séquence d'engagement récente. En face, on a la tour candidat qui va prendre en entrée donc le vecteur d'embedding du poste candidat. Alors là, on n'a qu'un seul vecteur en entrée, donc on ne peut pas utiliser un transformer, ça sert à rien. Donc là, on utilise un réseau de neurones MLP qui va encoder ce vecteur entrée dans un autre vecteur embedding, mais qui va être aligné avec le vecteur créé par la tour user. Et ainsi, on pourra chercher les candidats qui sont le plus proches, le plus alignés avec le vecteur embedding de la tour user qui prend en compte l'utilisateur et son historique d'engagement. Donc, on aura une liste de candidats. Donc, une liste de candidats sélectionnés. Ensuite, voyons le Phoenix Scorer, donc qui utilise aussi des transformers. En sortie, on veut des probabilités d'action. Et en entrée, on a des vecteurs d'embedding, donc vecteur d'embedding user, la séquence de vecteurs d'embedding correspondant à l'historique d'engagement récent, et notre vecteur d'embedding correspondant à un candidat. Ça passe par un transformer. Donc là, on est sur un transformer de type décodeur pour générer en sortie un certain nombre de probabilités sur les différentes actions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, d'après le repo, on sait qu'on a en sortie donc 15 probabilités, alors que dans l'algorithme précédent, donc dans le repo précédent, avec notre EV Ranker, on était à 10 probabilités. Donc là, on est sur plus de probabilités d'action et en plus construit avec des descriptions sémantiques beaucoup plus riches que précédemment. Derrière, on va associer donc à ces 15 probabilités des poids. Alors là, contrairement au repo précédent, les poids ne sont pas publiés parce qu'il se laisse la possibilité de faire évoluer les poids dans le futur. En tout cas, les poids sont les mêmes pour chaque utilisateur. Alors, on a des poids positifs et négatifs. Et ce que l'on sait, c'est que, par exemple, tout ce qui est reply, réponse, est fortement valorisé, contrairement aux likes ou aux favorites. Et à l'opposé, on a tout ce qui est rapport, report, c'est très fortement dévalué. Alors, pour des raisons d'efficacité et de performance, effectivement, on ne va pas traiter chaque candidat par rapport à l'utilisateur et l'historique d'engagement. On va dans la séquence en fait mettre tous les candidats que l'on veut évaluer, où on veut calculer les probabilités. Cependant, effectivement, ce qu'on ne veut pas, c'est que le transformer fasse une attention entre les candidats. Donc, on va jouer sur le masque pour avoir effectivement juste une attention. Donc on va parler de isolation des candidats.
pour chaque candidat, on va avoir une intention que par rapport au vecteur embedding utilisateur et à la séquence d'embedding historique d'engagement. Et les candidats entre eux seront isolés. Alors, voilà, on a fait le tour de ce nouvel algorithme de recommandation de X. On peut dire merci à l'Union européenne d'avoir forcé la publication de ce repo et merci à X de l'avoir fait. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que la sélection des candidats se fait sans graphe et sans recommandation de compte à suivre, contrairement à l'ancien algorithme. Ici, tout est encodé et appris avec un gigantesque corpus d'historique d'engagement en utilisant des transformers avec des mécanismes d'attention, donc avec du contexte. Ici, le contexte, c'est le contenu du poste, son format, son style, son auteur, et aussi l'utilisateur et son récent historique d'engagement. Tout cela est pris en compte pour la recherche et le tri de candidats à un niveau d'intelligence artificielle proche de celui des LLM. Alors, la sélection de candidats et le ranker se font donc par contexte, comme pour un LLM, où la qualité de la réponse dépend de ce qu'on lui met dans le prompt. Ici, la qualité de la recommandation dépend de notre historique d'engagement récent. Si on est resté longtemps sur un post, si on a retweeté ou répondu à un fil, l'algo va nous proposer des posts qui vont susciter de l'intérêt de notre part. Si on a bloqué un compte ou fait un rapport, l'algo va invisibiliser les posts qui pourraient fortement nous déplaire. Alors, pour les nouveaux auteurs ou les nouveaux utilisateurs, les algorithmes n'ont rien appris sur eux, puisqu'ils n'étaient pas dans les données d'apprentissage. Alors, la réponse est non, car l'embedding vecteur est anonymisé. Seules les caractéristiques sont encodées et apprises. Un nouvel utilisateur aura des caractéristiques qui correspondra à d'autres utilisateurs qui ont eu un engagement d'historique appris par le modèle. Aussi, si on se met du point de vue de l'auteur rémunéré, pour que son poste ait une bonne recommandation et une meilleure visibilité, il doit donc conserver un format, un style, un sujet identique. Donc oui, rappelons-nous que le post en entier est encodé via des transformers, donc qui captent vraiment tous les signaux de format de son post et de son style de son post. Oui, revenons à nos documents du début. Vous vous rappelez de cette étude publiée dans Nature en février 2026 qui observait que l'algorithme de recommandation de X amplifiait les discours conservateurs? Et bien, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Il faudrait retester le nouvel algorithme. L'étude a été réalisée en 2023, donc lorsque le précédent algorithme utilisait des features à la main. Et là, on a un nouvel algorithme qui change quand même pas mal de choses. La réaction critique de ce nouvel algorithme, c'était plutôt de dire que c'est devenu une boîte noire inaccessible à la recherche. L'Union européenne, elle, exige que les chercheurs puissent tester l'algorithme avec de vraies données et avoir accès à l'API. Mais X ne veut pas. Ils ne veulent pas de ce degré de transparence. Ainsi, j'ai imaginé la réponse que pourrait donner X et je l'ai générée histoire de me dédouaner. La voici. Mais tout dépend du contexte, de l'engagement de chacun et donc de la pratique des utilisateurs. X ne peut plus être tenu pour responsable. Il n'y a pas de manipulation possible car tout est appris par le modèle. Il n'y a plus de feature manipulable où il faudrait manipuler les données d'apprentissage. Mais c'est trop coûteux à faire. Ça n'a pas de sens. Si nous voulions avoir un contrôle pour booster ce que l'on veut avec un agenda politique, nous aurions gardé l'ancien système. Il n'y a nulle part une quelconque tentative obscure d'ingénierie sociale à part dans votre tête. Alors, cependant, cette étude montre quand même quelque chose d'intéressant et certainement toujours valable pour le nouvel algorithme.
c'est que la valorisation de l'engagement comme seul signal à valoriser, donc l'engagement, les actions sur les posts, les likes, les retweets, etc., privilégie les contenus populistes et de divertissement. Alors, par ailleurs, j'ai aussi cherché d'autres publications provenant du camp Union européenne et DSA. Et la chose qui m'a semblé être la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est le DSA Observatory, qui est une page de blog sur les sujets que couvre le DSA. Et dans un des articles, effectivement, j'ai été intéressé par un rapport du KGI. Alors, le KGI, c'est le Knight Georgetown Institute, et qui fait des recommandations en matière de conception, expérience utilisateur et de politique publique sur comment construire des meilleurs des systèmes de recommandation. Pour décrire le problème, imaginons que nous soyons à une fête chez un hôte et notre intention générale, notre intention classique, normale, c'est de manger sainement pour être en bonne santé. Cependant, l'hôte de la fête dépose devant nous un grand bol de chips. Par impulsion, vous vous jetez sur les chips et vous mangez les chips. L'interprétation de l'hôte, ça va être que vous aimez les chips et donc il va remplir le bol de chips en pensant vous faire plaisir. Donc de la même manière, le système de recommandation reproduit la même chose. Il confond votre impulsion immédiate avec votre désir profond. Le signal capté, l'engagement, trahit votre objectif à long terme. Prenons l'exemple d'un accident de voiture survenu sur la route. Souvent, notre attention va être complètement captée et ensuite, on va immédiatement se demander pourquoi on regarde ça et pourquoi tout le monde regarde ça. Et de la même manière, sur un réseau social, nous cliquons sur ce que nous détestons ou nous commentons ce avec quoi nous sommes en profond désaccord. Donc on peut dire que l'engagement pur est un signal ambigu et se fier uniquement à l'attention produit un flux rempli d'accidents de voiture, bloquant les contenus réellement désirés. Le rapport ainsi propose 3 piliers pour que les plateformes puissent mesurer ce que veulent vraiment les utilisateurs. L'objectif est d'avoir une valeur à long terme. Le premier pilier correspond à capter les préférences explicites. Donc, au lieu d'utiliser les statistiques ou le machine learning pour capter les préférences de l'utilisateur, on va donc plutôt lui demander explicitement et régulièrement pour qu'il nous donne ses préférences. Alors, ensuite, le pilier 2, ce sera de déployer des enquêtes dans le flux, juste après consultation, avec une formulation qui nous permettrait de détecter les signaux à long terme, comme le sentiment de regret ou l'impact sur le bien-être émotionnel. Et ensuite, dans l'algorithme de recommandation, cela doit être valorisé par rapport aux clics impulsifs. Et enfin, troisième pilier, filtrer les signaux forts ou distinguer l'engagement réflexe de l'engagement délibéré. Tout ce qui est donc clic, like, c'est un signal qui n'est pas très utile à très court terme. Par contre, une longue réponse à un post reflète un engagement réel et une valeur authentique pour l'utilisateur. On tombe ainsi dans une boucle beaucoup plus saine avec un utilisateur qui définit ses objectifs à long terme, la plateforme qui capte les enquêtes dans le flux et les signaux forts, l'algorithme qui s'ajuste pour maximiser la satisfaction réelle, donc un flux qui enrichit l'expérience humaine. Oui, c'est merveilleux. Et du coup, où est-ce que ça s'injecterait dans notre algorithme? Alors, dans le sélectionneur de candidats Phoenix Retrieval,
On pourrait injecter les préférences explicites dans le embedded vector de l'utilisateur. Et tout ce qui est enquête infind, ça s'injecterait dans l'historique. Et pour ce qui est du troisième pilier, filtrage des signaux forts, en vrai, c'est déjà présent dans le ranker de Phoenix, puisque les poids associés aux probabilités d'action sont plus élevés pour les signaux forts qui demandent de l'engagement. Et voilà, c'était un rapport que je trouvais intéressant à vous présenter. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense moi? Deux scénarios, un scénario rêvé puis un scénario cauchemardesque. Alors le scénario idéal serait que cet nouveau système de recommandation de X permette de rapprocher des idées, des informations, des opinions provenant de gens complètement différents et qui ont plusieurs cultures, plusieurs langues, et ainsi enrichir le débat public et l'information publique. Alors, le scénario cauchemar, ou la très mauvaise idée pour moi, serait au lieu de faire une recherche de similarité pour sélectionner des candidats, que le système directement génère des candidats à partir de son embedding vector provenant de la user tower, avec comme seul objectif vraiment de juste générer de l'engagement. Et on ne serait plus du tout dans le partage de contenu humain, ce qui fait tout l'intérêt de Twitter à la base. Et refermons notre dossier sur le système de recommandation de X. Oui, est-ce qu'on pourrait appliquer cela dans d'autres cas? Par exemple, dans tout ce qui est publication scientifique, où on a énormément de papiers de recherche en général, donc que ce soit en intelligence artificielle ou en biochimie, en technologie médicale. On va avoir des papiers d'importance, des pépites, mais au milieu de énormément de déchets, de papiers qui n'ont pas d'intérêt, qui ont en plus, pourquoi pas, été générés par intelligence artificielle. Donc ça serait utile d'avoir un système de recommandation équivalent. Alors là, au lieu d'utiliser l'engagement, on pourrait utiliser comme signal les citations. Donc les citations entre papiers, les citations et références, chaque papier ayant il met en page ses papiers de référence, et donc chaque papier référencé a donc une citation par un nouveau papier. Donc ici, le ranker, ça pourrait être par exemple un modèle type Phoenix Scorer qui là essaierait de prédire le nombre de citations probables, donc dans le futur, d'un nouveau papier, en prenant en compte le contenu du papier de la même manière, l'auteur et les papiers de référence référencés dans le papier, ce qui nous ferait un espèce d'historique. On pourrait arriver à quelque chose de pertinent. Si on regarde sinon l'OSINT, donc l'open source intelligence, où là l'idée c'est que dans un ensemble énorme de sources, d'articles, de publications sur Internet, etc., on doit retrouver, là, on doit faire le tri pour trouver ce qui est vrai, donc ce qui est factuel. Ici, notre ranker, ce qu'on voudrait, c'est un ranker qui estime une probabilité de véracité. Alors, au niveau de l'entrée de notre historique, au lieu que ça soit un historique d'engagement de l'utilisateur, là, ça va être plutôt un historique sur des informations précises sur l'auteur de la source. Donc, on pourrait avoir un historique de probité. Est-ce que dans le passé, il a été plutôt fiable ou pas fiable? Et on pourrait avoir une information de localisation de la source par rapport à l'événement. Voir si c'est un commentaire lointain ou un commentaire in situ, ou une information délivrée in situ, une analyse délivrée in situ.
Voilà, si vous voyez d'autres choses et d'autres cas intéressants, bah, mettez-les en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, bah, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. A priori, c'est comme ça qu'il faut faire pour que cette vidéo soit recommandée.